Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire autour de l'éclairage public qu'on organise à l'occasion de la publication de notre note à la Fabrique de la Cité qui s'intitule «L'éclairage public, un nouvel enjeu démocratique de la transition écologique». Hem, Avant toute chose, je vous propose de vous présenter, très rapidement la Fabrique de la Cité. La Fabrique de la Cité, on est un think tank qui travaille sur la question des transitions urbaines avec une attention spécifique portée aux villes moyennes. On est un fonds de dotation qui a été créé en 2010 par le groupe Vinci et nos principales thématiques de travail tournent autour de l'aménagement de l'urbanisme, de la mobilité et des questions liées à l'énergie. On travaille avec des experts et acteurs de toutes les disciplines et tous horizons des géographiques pour identifier et étudier les grandes dynamiques contemporaines liées à la ville. On s'appuie sur les expertises de notre comité d'orientation pour produire des débats, organiser des rencontres, produire également des études de cas, des études de terrain et des travaux documentaires. Aujourd'hui, on est ensemble pendant 1 heure pour parler d'éclairage public et pour cela, j'ai invité à nous rejoindre Marie-Pierre Alexandre, qui est la directrice générale de l'Association française de l'éclairage, et Julien Brémaud, qui est responsable de la voirie, des déplacements et de l'éclairage de la ville et de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Merci à tous les deux de vous joindre à nous aujourd'hui et d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Avant toute chose, je vais vous rappeler le déroulé prévisionnel de notre webinaire qui va se découper en 3 séquences, où d'abord je vous présenterai rapidement la note et le travail qu'on a conduit à la Fabrique de la Cité sur l'éclairage public, puis 2 autres séquences qui seront plutôt sous format d'un échange avec nos 2 intervenants. Je vous signale que toutes vos questions, vous pourrez poser toutes vos questions et on y répondra entre chaque séquence. Donc n'hésitez pas à nous les faire parvenir via le chat et l'outil pour poser des questions sur Teams. On va commencer maintenant avec la présentation du travail qu'on a réalisé à la Fabrique sur l'éclairage public. D'abord, je vais peut-être vous dire quelques mots de pourquoi on a initié ce travail. On a initié ce travail parce qu'on a eu l'impression et le sentiment que la question de l'éclairage public était plutôt croissante dans le débat public et qu'une attention de plus en plus forte y était portée, notamment depuis 2022 et la crise énergétique. Donc notre entrée sur ce sujet était énergétique et ensuite, au fil de nos recherches, on a ouvert la problématique à d'autres volets que je vais vous présenter tout de suite. D'abord, j'aimerais vous parler de l'histoire du déploiement de l'éclairage public, qui en fait éclaire assez bien les enjeux contemporains qu'on connaît avec cette problématique-là. Donc, je voulais d'abord vous rappeler que les villes éclairées la nuit, c'était une invention relativement récente et que la ville médiévale, par exemple, était complètement plongée dans l'obscurité à la nuit tombée. L'organisation sociale était appuyée sur l'alternance, c'est-à-dire que la nuit était très distincte du jour, les activités pratiquées n'étaient pas les mêmes, le travail était interdit la nuit. Un couvre-feu s'appliquait dans la plupart des villes et la dimension symbolique autour des ténèbres et de la lumière était très forte, les ténèbres représentant des forces plutôt maléfiques, tandis que la lumière, une connotation plutôt positive. On a connu une rupture avec lors du règne de Louis XIV avec les premiers règlements en matière de voirie qui ont été instaurés par Colbert et Bussort. En 1666, il y a des premières règles en matière d'éclairage des rues, notamment avec des chandelles qui ont été instaurées. Ces différents points, même si ça peut paraître un peu anachronique, en fait, témoignent d'une préoccupation naissance pour les questions de consommation énergétique, puisque les chandelles et les bougies, plus spécifiquement, qui étaient un vrai bien de luxe à l'époque, représentent un certain coût pour les personnes, qui étaient, chargées d'en placer, et souvent les habitants. Ainsi, il y avait une lanterne sur 2 qui était éteinte dans les rues les nuits de pleine lune jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc on voit qu'il y a quand même une vraie préoccupation qui n'est pas si récente que ça finalement en la matière. Et je voulais aussi vous attirer votre attention sur le grand changement qu'a été, l'arrivée de la lumière la nuit dans les villes, puisque ça a permis d'ouvrir un nouvel espace, à la fois de loisirs, de repos, puis de travail avec, la généralisation de l'éclairage au gaz. Paris est devenu une ville lumière. Bref, il y a eu quand même un certain nombre de grandes évolutions, dans la manière d'appréhender les espaces publics nocturnes. Je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus récent qu'on a peut-être plus en tête, mais la crise énergétique en 2022, elle a vraiment marqué un regain d'intérêt pour l'éclairage public, notamment sous le prisme énergétique. Les dernières réformes, du secteur de l'énergie font que les collectivités sont beaucoup plus sont beaucoup plus actrices et renforcent le rôle des collectivités en matière de choix des fournisseurs, de négociation des contrats et au moment où la crise énergétique a eu lieu en 2022, les collectivités qui renouvelaient leurs contrats d'énergie ont été particulièrement touchées par cette forte hausse. Aussi, il y a eu un certain nombre de mesures de sobriété, dont des mesures qui concernent l'éclairage public, des mesures d'extinction, des programmes de renouvellement, de rénovation pour aller vers plus d'efficacité énergétique qui ont été mises en place.
J'ai rajouté aussi sur ma présentation quelques échelles de grandeur pour vous rappeler que les consommations énergétiques et électriques de l'éclairage public, c'est vraiment des choses non négligeables. En plus de la sobriété énergétique, j'attire votre attention sur les questions de pollution lumineuse qui peuvent interroger sur une certaine sobriété lumineuse, puisque l'éclairage public a un fort impact sur la biodiversité et sur la faune, notamment nocturne, qui peut vivre la nuit, et la préoccupation est plutôt montante. Je vous ai inséré un graphique qui présente les publications qui concernent la pollution lumineuse, et on voit qu'il y a eu quand même un très gros pic ces 10 dernières années en lien avec ce sujet-là. En plus des enjeux techniques et environnementaux que j'ai rapidement présentés, l'éclairage public, c'est aussi un service public. Ça éclaire des personnes qui évoluent dans des espaces publics, et donc il y a des enjeux culturels, politiques, sociaux qui sont très forts, avec ces problématiques-là. La naissance de l'éclairage public dans les villes, on la présente souvent comme une réponse pour favoriser du maintien de l'ordre, notamment suite à la Fronde qui a durablement marqué Louis XIV. Mais c'est aussi, la nuit, un espace géographique spécifique, comme l'a beaucoup étudié la géographie de la nuit, mais c'est un espace nocturne qui ne ressemble pas à l'espace diurne. On a une recomposition démographique, sociale et géographique, une redistribution du jeu. Le graphique que j'ai inséré sur ma présentation le suggère bien, puisqu'on voit que, en fonction de l'âge, par exemple, la fréquentation des espaces publics nocturnes est très, très différente. On voit que passé 65 ans, il y a un vrai écroulement de la présence dans la ville la nuit. Ces différents enjeux posent aussi la question de considérer la lumière aussi comme un objet en tant que tel, qui mérite un intérêt en tant que tel. C'est la démarche que poursuit la conception lumière, d'une certaine manière, de parler du matériau lumière comme d'un objet digne d'intérêt qu'on traite en tant que tel dans les aménagements urbains, quand on repense une ville, quand on repense une rue, quand on repense un parc. La question de la lumière, elle façonne beaucoup les espaces publics, et c'est le travail qui est conduit par ces personnes-là. Malgré ces différents enjeux que je vous ai présentés, on voit quand même, et malgré la crise énergétique en 2022, on voit quand même que l'éclairage public, ça reste quelque chose de pas forcément très bien appréhendé, par exemple, notamment par les usagers et les citoyens. Plusieurs études ont été conduites qui montrent qu'en fait, les personnes qui fréquentent un quartier ne font pas forcément attention à l'éclairage, sauf quand il y a des anomalies ou des événements exceptionnels. Une mise en lumière particulièrement belle, particulièrement nouvelle à l'occasion des fêtes, ou un dysfonctionnement. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire une petite présentation de ce travail-là. On va vous envoyer le lien vers la publication dans le chat si vous voulez aller la lire. Elle est bien plus longue et bien plus précise que ce que j'ai pu vous expliquer aujourd'hui, mais voilà, je vous laisse aller consulter si ça vous intéresse. Et si vous voulez prolonger aussi nos réflexions, on propose une interview qu'on a conduite avec Roger Narboni. On a essayé de restituer les grands axes de cet échange, et la publication l'interview est en ligne depuis quelques jours, donc je vous invite à aller la consulter si ça peut vous intéresser aussi. On a parlé plus spécifiquement de conception lumière, de rapport à la lumière, d'émergence de cette discipline. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des premières questions, on va pouvoir les prendre rapidement avant de passer à la suite. Alors, n'hésitez pas si vous en avez. Sinon, il sera toujours temps de les poser plus tard si vous avez des regrets. J'ai l'impression qu'on n'en a pas, donc je vous propose d'enchaîner. Donc, on va enchaîner sur la seconde partie de notre webinaire, et qui va s'intéresser à la connaissance du parc d'éclairage public et l'intérêt pour le sujet du côté des collectivités. Et pour commencer cette seconde partie, je cède la parole à Marie-Pierre Alexandre, directrice générale de l'Association française de l'éclairage, qui va nous parler de l'étude qu'ils ont conduite à l'Association française de l'éclairage sur les chiffres de l'éclairage et sur l'état du parc français d'éclairage public. Marie-Pierre, je vous cède la parole. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Là, vous avez devant donc les résultats d'une étude que nous avons menée l'année dernière entre septembre et décembre sur les chiffres de l'éclairage public. Notre objectif, c'était en fait d'avoir une meilleure connaissance de ce parc, puisque tous les chiffres circulent en fonction des auteurs. On pouvait avoir 9 millions de points lumineux et on allait jusqu'à 12 ou 13 millions de points lumineux, avec des augmentations qui pouvaient aller jusqu'à 100% en l'espace de 10 ans.
ans. Enfin bon, des choses, beaucoup trop de choses pour nous. Et on voulait avoir quand même des chiffres un peu plus fiables et plus proches de la réalité, parce qu'il se trouve que ce parc n'est absolument pas connu dans son intégralité de façon exhaustive. Alors, cet état des lieux, ce que l'on voulait, c'était donc que ce soit sur un échantillon le plus large possible et on s'est même engagé à pouvoir le réactualiser tous les ans. Nous avons donc envoyé un questionnaire qui a été réalisé donc par tous les partenaires de cette étude, à savoir, je vais les citer, la FNCCR, l'ADEME, le CEREMA, AITF, ATTF et le CERS. On a mis au point un questionnaire simple hein, qui prenait, quand les collectivités avaient les chiffres, 5-10 minutes, mais quand ils ne les ont pas, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais vraiment pour avoir un état, un état d'un maximum de collectivités. Les réponses que nous avons reçues représentent à peu près 27, on a marqué 27,7% du territoire. Ça couvrait 123 235 km² et 28% de la population. On a eu un peu plus de 18 millions de la population qui était couverte par tout ça. Le nombre de points lumineux que l'on a recensé pendant cette étude, hein, donc c'est de un peu plus de 3 millions, 3 millions 4, grosso modo. Et sur ces 3 millions 4, il y avait 29,8% de LED. Il faut savoir que ces chiffres-là, donc c'est pas des à peu près, on ne s'est basé que sur des chiffres qui étaient sûrs, c'est-à-dire les collectivités nous les envoyant, nous disant oui, oui, on le sait, c'est sûr, c'est que ça. Hein, c'est pas sur de l'à peu près. Et donc, on se dit que le taux de l'édification, grosso modo, sur 2022, puisque ce sont les chiffres au 31 décembre 2022 que nous avons recueillis, était de 30%. C'est important la date, hein, parce que 2023 aussi, il y a eu beaucoup de rénovations et ça continue. Donc, en fait, en faisant une projection, une règle de 3, grosso modo, on arrivait à un total de 12 millions à peu près de luminaires. Au total. Dans les principaux points à retenir, donc là, vous avez une carte qui vous donne les réponses, là où on a eu le plus de réponses. Hein. C'est beaucoup de syndicats d'énergie hein, qui nous ont répondu, donc c'est pour ça que ça fait vraiment des paquets sur des départements entiers. Il y a donc une adoption croissante des luminaires LED, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un tiers des luminaires maintenant et en LED. C'est une adoption quand même assez rapide, hein, parce qu'il faut savoir que la LED est vraiment mature depuis, ça fait pas 50 ans que c'est mature, donc ça a vraiment été très rapide, avec tous les avantages, c'est-à-dire qu'effectivement, avantages environnementaux, vous l'avez dit, on va en parler après, des réductions significatives de consommation d'énergie, hein, donc on était vraiment au tout début de cette crise énergétique, hein, donc là, c'était important, des coûts de maintenance aussi, qui sont réduits. Cette, tout ce qui a pu être dit sur les LED a été bien perçu puisque dans les collectivités, les décideurs ont bien compris tous les avantages que pouvait avoir la LED. C'est un encouragement aussi, c'est dû aussi l'édification, un encouragement des politiques publiques puisque l'État a mis quand même pas mal d'argent sur la table, tant au niveau des fonds verts qu'au niveau via la FNCCR de fonds de l'UMACT, par exemple, ou des C2E, qui ont permis de multiplier vraiment ces dernières années la rénovation en LED. Et enfin, dans les perspectives d'avenir, nous, on pense que ça va continuer à augmenter. Bon, alors évidemment, le rythme, on pourra, ça c'est un vrai débat. À quel rythme, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que sur la dernière année, grosso modo, 2023, c'était du 8% à peu près. Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas bien. Dans les autres données que nous avons tirées, qui ne sont pas indiquées là-dessus, on a sur à peu près la base de 80% des réponses qu'on a reçues, parce qu'on voulait vraiment se baser sur des choses très précises, la consommation des points lumineux, c'est 289 kWh par an et par point lumineux. C'est donc une puissance de 92 watts par point lumineux, donc tout confondu, hein, on ne parle pas que la LED, donc de tous les luminaires confondus, et ça donnait une consommation par habitant pour l'éclairage public d'à peu près 44 kWh par an, et par habitant, évidemment. Donc ça, sur une base d'à peu près aussi, pareil, 80% des informations que nous avons eues. Donc cette enquête va être renouvelée à partir du mois de septembre. On espère avoir plus de réponses. Et vraiment, on espère avoir plus de réponses. Je pense que ça devrait le faire, mais c'est surtout qu'on va avoir une donnée supplémentaire. C'est qu'on va savoir, puisqu'on va prendre les chiffres au 31 décembre 2023, évidemment, on va savoir justement l'accélération ou pas de cette rénovation. Quel est le taux de rénovation par an? Et on pourra se baser là-dessus un peu pour se demander ce qu'il en sera dans les années à venir.
Mais le train est en marche, c'est évident, pour une multiplication des LED. Pour toutes les raisons que vous avez données, pour tout ce que ça peut apporter au niveau des économies, mais aussi quand on veut façonner la ville, quand on veut vraiment éclairer des choses très précisément, c'est un outil pour, je pense, tous les acteurs de l'éclairage. Mhm. Voilà. Merci Marie-Pierre. Je vous en prie. Peut-être, moi j'avais une question complémentaire, mais vous l'avez évoqué, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont accompagné cette accélération, mais quel avenir vont avoir ces dispositifs? Est-ce qu'ils vont être prolongés? Est-ce que aussi certaines réglementations européennes au niveau du matériel qui est autorisé à être utilisé va aussi produire des effets, selon vous, à terme sur l'état du parc d'éclairage public? Et aussi peut-être un point sur le niveau de vétusté du parc voilà, Alors, qui, sur ce qu'il reste, on va se dire, donc si on prend un taux de l'édification, donc ce sont des luminaires qui ne sont pas trop âgés, il va y avoir à peu près 70% de luminaires qui ne sont pas des LED, mais qui sont quand même des luminaires qui peuvent continuer à exister, hein, bien entendu. Le taux de vétusté a fortement baissé, hein, puisque je pense que là maintenant, la façon de rénover, c'est pas seulement de mettre des nouveaux luminaires, il y a aussi beaucoup de relamping, ce qu'on appelle, hein, donc où on va, en attendant, faire du rétrofit pour pouvoir réfléchir après à la rénovation, parce que la rénovation ne la fait pas au point par point. Mais tout ça, vous l'avez bien expliqué dans la note et vous allez en parler après. Et je sais que Julien aussi en parlera tout à l'heure. Ça ne se fait pas au point par point, puisque justement, on étudie les vrais besoins et les usages, hein, avant de pouvoir refaire un éclairage. Alors, quant au financement, c'est vrai que 2022 et 2023 ont été fortement poussés par le Fonds vert. Donc 2023, le Fonds vert qui a quand même beaucoup servi à l'éclairage public. L'UMACT qui a été mis en place par la FNCCR a aussi beaucoup servi. Alors, pour l'UMACT, on pouvait financer une partie des études et du matériel. Pour le fonds vert, je crois ou l'inverse, hein, c'était que les études. Mais enfin bon, c'était cumulable pour pouvoir quand même toucher, prendre en charge une bonne partie de la rénovation financièrement. Il y avait aussi les C2E. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est à mi-2024. Le fonds vert, Gloops, on l'a appris à la fin de l'année dernière, le fonds vert ne doit plus servir à rénover l'éclairage public. Bon, alors déjà, ça fait un gros gloops, effectivement. L'UMACT devait lancer l'UMACT Plus et je pense que ça va être fait ou ça a été fait, c'est pas un souci. Quant au C2E, la fiche RESEC 104 est actuellement en rénovation et elle est beaucoup plus exigeante que l'ancienne quant à la qualité du matériel à installer. Bon, je ne vais pas rentrer dans un jugement de valeur de quoi que ce soit sur cette fiche, mais toujours est-il, c'est qu'elle va financer beaucoup moins. Donc, il va falloir que les collectivités aient vraiment conscience que que la rénovation de l'éclairage public, certes, ça va être un enjeu financier pour elles plus important, mais c'est surtout des enjeux sociétaux, environnementaux très, très importants et suffisamment importants pour pouvoir passer le cap et faire de la rénovation. Et ça, j'entends ça beaucoup plus pour les petites collectivités que les grosses qui, elles, ont des plans sur plusieurs années. Donc, effectivement, il va falloir faire preuve de plus de, je pense, ne pas penser seulement que la rénovation coûte de l'argent, quoi. Voilà. Il va falloir penser à tout le reste. très bien. Merci beaucoup. Vous Mais je m'offrez vous la en parfaite prie. transition pour céder la parole à Julien. Merci à tous pour votre question. On les note bien et on a prévu de les prendre l'ensemble des questions à la fin de cette séquence, mais n'hésitez pas à nous en envoyer. Julien, vous travaillez pour la ville et l'agglomération de La Roche-sur-Yon et en 2022, vous avez commencé à prendre des mesures en lien avec l'éclairage public où les enjeux qu'on vient d'évoquer avec Marie-Pierre se retrouvent puisque vous avez dû réagir vite à un choc qui a un peu saisi tout le monde. Voilà, pouvez-vous nous dire quelques mots des mesures que vous avez conduites dans un premier temps à la commune de La Roche-sur-Yon? Bonjour à tous. Eh bien, sur la commune de La Roche-sur-Yon, on a eu une démarche qui portait plutôt sur une extinction de l'éclairage public pour être dans la réactivité dès 2022, plus que dans de la rénovation. Pour la petite histoire, entre 2012 et 2022, on avait une absence de stratégie générale vraiment pour venir réduire notre facture énergétique, traiter la notion des usages sur l'éclairage public. On n'avait pas de SDAL, par exemple.
sur notre territoire. Et donc, on avait en fait une agrégation de différentes mesures. Premièrement, des mesures sur, bien sûr, une recherche des réductions énergétiques sur notre parc. En éléments, on a à peu près 12 000 points lumineux sur notre territoire. Avec une tendance à la hausse, puisqu'on est sur un territoire dynamique, avec une extension voilà, de secteurs, notamment pavillonnaires. Et donc, malgré cette hausse de notre patrimoine, on avait des programmes de rénovation pluriannuels qui étaient réalisés et qui nous ont permis de développer la LED et donc de passer en 2012 à peu près 1 à 2% des points lumineux, en 2022 à 34%, et puis 2023, on est à 42%. Donc, on voit bien voilà, un développement de la LED au cours du temps, mais qui n'était pas un objectif chiffré de notre part, avec un souhait politique voilà, d'atteindre par exemple 80% de notre parc en LED ou 100% à un horizon précis. Donc on était plutôt là-dessus. On était aussi dans une politique de réponse aux différentes prescriptions et obligations. Donc on voit bien les ballons fluorescents voilà, qui ont disparu de notre territoire. On a eu aussi des souhaits de réduire des lampes halogènes. Voilà, il en reste encore, bien sûr, il y a toujours des choses à faire, mais réduire sur ces zones-là, les tubes fluorescents, voilà, on a vraiment travaillé là-dessus. Sur les sources énergivores aussi, voilà, on a travaillé pour les réduire. Ce qu'il y avait en plus de ces actions de rénovation, c'était un souhait de réduire l'intensité lumineuse. On s'est rendu compte que le souhait politique était de garder un éclairage sur l'ensemble du territoire, donc avant 2022. C'était un peu une pratique, et donc on ne s'était pas réinterrogé vraiment sur cette pratique-là, et donc on laissait éclairer, mais en échange d'un éclairage en permanent, on réduisait l'intensité, donc soit on passait à 50% sur nos LED, soit on était sur un éclairage sur 2 ou 3 allumés. Ce que vous voyez ici en cartographie, c'est notre territoire avec sa stratégie d'éclairage en 2022. Donc, je pense que c'est pas très clair pour monsieur et madame tout le monde, ce qui est un petit peu compliqué pour ensuite diffuser l'information. Mais on était en gros sur 2 régimes, un régime permanent sur une partie de nos rues et puis un abaissement sur le reste du patrimoine, sans logique de hiérarchisation sur notre territoire. En complément, on avait quand même eu des actions qui étaient mises en œuvre. En 2021, on a travaillé sur une trame noire en lien avec la LPO pour déterminer précisément l'impact de notre éclairage sur la question de la biodiversité. Il faut savoir que sur La Roche-sur-Yon, on est traversé par 3 vallées en fait, qui ceinturent notre territoire. On s'est rendu compte qu'on était très peu impacté par la notion de biodiversité, puisqu'on avait très peu d'éclairage en fait sur les secteurs de notre trame noire. Et pour la petite histoire, on avait à peu près 20 éclairages, 20 points lumineux qui étaient concernés. Et aujourd'hui, il en reste plus que 10. Donc voilà, c'était un sujet très important, majeur, mais au regard de l'organisation de notre éclairage sur le territoire, on était peu impacté par cette dimension-là. Et puis, il y avait au niveau politique une demande d'avancer sur la notion d'usage, mais sans concrétisation. Voilà, on en était en 2022. Donc, on arrive à cette année un peu fatidique avec la crise énergétique qui nous tombe dessus. Il a fallu être très, très réactif. On ne se sentait pas capable de réagir seul. Donc, on a fait appel à l'Observatoire de la nuit, en AMO, pour venir nous accompagner pour travailler sur une stratégie à la fois à court terme et puis à plus long terme. À court terme, c'est ce que vous voyez ici, c'est la redéfinition en fait d'une stratégie d'éclairage avec une hiérarchisation sur notre territoire des secteurs qui restent éclairés en permanent. Donc pour nous, la règle du jeu a été de dire ce qui est secteur usité la nuit avec des bars, des commerces, on les laisse éclairer. Dès qu'on a aussi la présence d'équipements culturels, salles de spectacle,
ou équipements sportifs, on se met en bordure de secteurs éclairés en permanent. Et puis tout le reste, on le bascule en temporaire avec une extinction à 22h30 jusqu'à 6h30. Et puis une spécificité sur nos zones d'activité économique avec on allume à 5h du matin pour permettre la bascule des 3-8 sur les équipes. Voilà, parce qu'on dans nos zones d'activité, on a un tissu industriel assez important. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre et ce qu'on a réussi à mettre en œuvre en 2022 avec 4 mois de travaux réalisés par nos équipes en régie, accompagnées aussi par le CIDEV et par Bouygues, voilà, le syndicat d'énergie de la Vendée. Donc on a réussi à mettre ça vraiment en place en mars 2023. Donc avec une diffusion auprès du public du nouveau schéma d'organisation. Voilà, sur les grandes généralités de mise en œuvre. Comme vous pouvez le voir, la carte se veut claire. Hop, on revient juste dessus, Marianne. Oui, pardon. La carte se veut assez claire. On n'a pas essayé de créer des voies éclairées dans un quartier, une petite voie et pas celle d'à côté. Pourquoi? Parce que l'idée est de dire, quand on est dans un quartier, on a tous à peu près le même régime qui s'applique. Et ça évite aussi d'avoir des interrogations par les habitants. Pourquoi mon voisin est éclairé et pas moi? Voilà, on est un peu sur cette stratégie-là. Et ensuite, quand on regarde les résultats qu'a apporté cette mesure, sur nos puissances consommées, on a eu une baisse à peu près de 37-38% en fait de nos consommations grâce à cette mesure. Au niveau de notre facture énergétique, on a permis de réduire l'inflation. On a pris une petite hausse, mais vraiment minime, sur notre facture. De toute façon, on n'était pas capable de faire face à une hausse importante. Donc, c'était un choix aussi initialement énergétique. Il fallait répondre à cette urgence-là. Donc voilà. Donc, on voit bien qu'on a réussi à gagner sur le plan énergétique. On a essayé de structurer la chose pour que, au niveau des usages, on soit cohérent avec l'organisation de notre territoire. Mais pour nous, c'était pas suffisant. Et c'est la suite qui sera présentée juste après, c'est que mettre en œuvre quelque chose dans le cadre d'une urgence nationale et internationale, c'est bien, mais pour pouvoir transformer l'essai, pour nous, il fallait qu'on puisse rencontrer le public, échanger avec eux, est-ce qu'ils étaient d'accord avec ce qui avait été mis en œuvre, est-ce que ça répondait à leurs attentes, est-ce qu'ils voulaient plus d'éclairage, moins d'éclairage, mieux éclairé en travaillant sur des ambiances notamment. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on a lancé ensuite et que je vais vous présenter à la suite. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je vous propose qu'on fasse une petite session pour répondre aux nombreuses questions qui nous ont été posées. On en a reçu pas mal, notamment destinées à vous, Marie-Pierre, sur quelques détails sur les chiffres de l'étude. D'abord, on vous demande si vous avez une vision du marché de l'éclairage public solaire. On vous a invité à reparler des fonds mobiles. Bon, voilà. La question. Réponse 1. On vous a invité à préciser les fonds mobilisés, mais ça, je pense qu'on l'a déjà fait. Il y avait une question sur les luminaires de mise en lumière. Est-ce que les 12 millions dont on parle... D'accord, non plus. Ils n'ont pas été pris en compte dans l'étude. C'était hors illumination et éclairage festif. Très bien. Une question peut-être à laquelle on répondra plus tard. On pose la question sur les collectivités qui n'ont pas transmis d'informations. Est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'elles sont moins équipées que les autres? Et du coup, est-ce que à quel point la projection peut être fiable finalement au regard de l'incomplétude des données?
Non, alors moi je dirais pas ça. Je pense que Mm. celles qui ne nous ont pas répondu, tout simplement, elles n'ont pas pris le temps, elles n'ont pas pris, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail dans les collectivités, donc elles n'ont pas pris le temps, elles n'ont peut-être pas forcément effectivement une connaissance parfaite de leur parc, ou elles étaient en pleine rénovation à ce moment-là, en plein Mm. chantier, on va se dire, d'aller chercher les chiffres, etc. Donc non, 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 je pense que là, il y a de tout dans celles qui ne nous ont pas répondu. D'accord. On a une question aussi sur dans quelle mesure l'éclairage public contribue à la qualité urbaine et à l'attrait des métropoles dans un contexte où l'économie nocturne contribue au développement urbain. Mais peut-être qu'on y Ça, répondra dans la c'est ça, oui, seconde plus dans la partie. seconde Ouais, partie, oui, tout à fait. très bien. Eh bien, on la Ouais. garde, on la garde en tête. Et une dernière pour vous, Marie-Pierre. On pose la question. Attendez, il faut que je retrouve ma question. Donc, j'ai juste vu, moi, que Wilfried Kopek, qui a participé à ce webinaire, a bien confirmé Mhm. que l'UMACT était en place jusqu'en 2026, fin 2026, je crois. Donc, Très bien. une façon aussi, voilà, Mm. de financer l'éclairage public. Et on va Oui, remercier la d'accord. FNCCR parce que c'est, je pense, les seuls qui vont Mm, mm, rester. mm. Donc, mm. Alors, on a d'autres questions à laquelle on répondra probablement dans la deuxième partie. Je vous invite à la reposer si jamais on n'y a pas répondu. Une toute dernière pour vous, Marie-Pierre, qui concerne des comparaisons internationales sur le même type d'études. Est-ce que, au niveau européen ou au-delà, on a une idée du niveau de l'aide et de l'état du parc des autres pays? Non, on a des idées sur la façon qu'ils ont de mettre en place l'éclairage ou de gérer l'éclairage. On pense par exemple à la Belgique où l'éclairage public est plus, on va dire, centralisé et où donc ils ont eu des grosses, grosses opérations alors, je vais appeler ça l'édification, ce sera plus simple, hein, de rénovation en LED de la totalité de leur éclairage. Donc là, par exemple, effectivement, je pense que le taux de LED dans leur éclairage public est très, très important, beaucoup plus. Mais parce que c'est une autre politique. Hein, c'est fait Mhm. vraiment différemment. Hein. Ça a été fait vraiment au kilomètre. Hein. Ils ont fait ça et ils s'y sont mis depuis quelques années. Mais sinon, on n'a pas vraiment cette connaissance. Et je voulais juste rajouter aussi que dans les années à venir, il va y avoir, parce que j'ai vu que à La Roche-sur-Yon, il vous restait encore quelques SHP, mais que comme il y a la fin de la mise sur le marché des SHP en 2027, et Les SHP, ben, c'est donc les les lampes sodium à... haute pression. Voilà. Voilà, les hautes pressions. Du coup, bah, la rénovation se fera automatiquement en LED, puisque même si on modifie, si on rénove son éclairage, si on change une SHP par une SHP avant 2027, bah, on va se dire entre 7 et 9 ans après, il faudra de toute façon faire de la rénovation et on passera automatiquement en LED, parce que c'est pratiquement ce qui restera, quoi, sauf pour des Mm. marchés de niche. Mais voilà. Donc, il y aura cette accélération par la réglementation européenne qui impose la fin de certaines sources. D'accord. Et peut-être une dernière question, mais cette fois pour vous, Julien, on nous demande s'il y aura des ajustements dans la politique d'éclairage public dans le contexte du réchauffement climatique. J'imagine que la question peut-être porte sur l'adaptation des réseaux. Peut-être pouvez-vous préciser votre question si vous voulez bien, pour répondre pas à côté. Bon, ouais, ok. Bon, bah, je sais pas, Julien, si vous voulez réagir, sinon on enchaîne sur la suite. Mais pour le moment, nous, on n'a pas mis en œuvre de politique de rénovation vraiment assise sur notamment ce qui va être en permanent. On le fait, mais sans le valoriser. Et Mhm. ça va être le travail que l'on va devoir mener désormais là, suite au dernier retour que l'on a des participants sur les concertations, aux dernière validation qu'on a pour mettre en œuvre notre nouveau schéma que je vais vous présenter après. Oui. On a d'abord fait valider une structuration et ensuite, maintenant, on va la planifier de manière pluriannuelle et voir les incidences sur notre parc. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas cette vision-là. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Je vous propose qu'on enchaîne sur la troisième et dernière séquence de notre webinaire. On va plutôt s'intéresser à quelles solutions pour répondre à l'ensemble des enjeux. C'est un titre un peu vague, mais qui essaie d'englober la question des usages, des besoins, d'ajuster la politique d'éclairage public au plus proche des besoins et des usages des espaces publics, puisqu'on a signalé tout à l'heure que c'était un service public, qu'il y avait des enjeux bien autres que seulement la consommation et, l'état du parc. Et voilà. Donc, je cède la parole à Marie-Pierre
de nouveau sur la question d'éclairer juste et sur la vision de l'AFE sur cette thématique-là. Bon, Merci. c'est moi qui vous remercie encore. Pour l'AFE et éclairer juste, moi je l'ai toujours entendu, hein, donc ça fait des dizaines d'années que on parle d'éclairer juste. La définition pour nous, c'est éclairer quand il le faut, là où il le faut, et dans la quantité qu'il faut, en prenant en compte donc tout notre environnement. C'est pour ça que vous avez l'horloge, vous avez les lampes, vous avez l'environnement, etc. Pour nous, c'est ça éclairer juste, hein. Donc, c'est s'adapter aux besoins et donc aux usages aussi, puisque quand on parle en ville, c'est s'adapter aux usages. Euh, En fait, vous avez tellement tout bien expliqué dans votre note qu'on ne va pas paraphraser. Donc, effectivement, éclairer juste, on va s'adapter aux besoins des citoyens et aux usages de l'espace public. Et que cette définition du besoin, c'est toujours, et ça, on le dit, hein, on le redit, un préalable à tous les projets. Elle doit être faite, donc, cette définition avec l'ensemble des usagers, des acteurs. Je crois qu'à La Roche-sur-Yon, vous allez en reparler. Pour nous, et ça, c'est un mot, c'est un leitmotiv, la concertation est essentielle dans l'acceptation d'un changement. Voilà, il faut automatiquement avoir cette concertation. On le lit aussi dans la presse, hein. Si les gens n'ont pas été, et on l'a vu beaucoup avec les extinctions qui ont eu lieu de façon précipitée, si les gens ne sont pas consultés, ou en tout cas, si on ne les a pas informés en amont, eh ben, le taux d'acceptation est beaucoup moins important à chaque fois. Euh, par- et, et donc ça, c'est vraiment des choses qui, je crois, sont complètement rentrées dans les mœurs. Je sais que les concepteurs lumière font beaucoup de marches nocturnes pour connaître justement l'environnement d'une ville, ce que c'est, parce que chaque ville a sa propre vie nocturne, qu'elle soit professionnelle ou même une vie sociale. Et chaque espace, même dans la ville, a des besoins différents, a des usages différents. Il est donc important de faire ça. C'est de la dentelle, hein. C'est vraiment un travail de dentelier que on va les appeler aussi des petites couturières maintenant, les concepteurs, puisque c'est à ça qu'ils doivent aussi s'attacher et ils le font très bien d'ailleurs, donc aucun souci. Mais je vais aussi vous parler des enjeux de demain, puisque j'ai vu aussi que dans les questions, il y avait cette question-là, l'adaptation de l'éclairage au changement climatique. C'est une question sur laquelle on est en train de se pencher. Il y a un article qui va bientôt paraître que l'AFE va co-signer sur ces enjeux climatiques. Il va falloir à un moment donné aussi revoir notre manière d'éclairer face aux pics de chaleur, donc les intégrer dans la réflexion. Notamment dans les villes où ces pics de chaleur se font plus ressentir. Il va falloir adapter l'éclairage aux activités professionnelles, donc qui vont passer plus en nocturne, mais aussi aux activités sociales et à la vie en fait des citoyens qui vont au moment des canicules ou des pics l'été sortir plus facilement. Donc on ne peut pas laisser d'abord ce même éclairage, il va peut-être falloir l'adapter pour rendre cette vie nocturne peut-être différente puisqu'elle sera assez exceptionnelle, mais il faut la prévoir en amont. Et puis aussi la vie professionnelle, adapter l'éclairage pour le travail de nuit, c'est se dire aussi dans les bureaux, dans les usines, les secteurs de l'agriculture, les travaux publics, le bâtiment, c'est important. On sait qu'il y a encore un énorme chemin à faire, notamment en éclairage intérieur professionnel, pour avoir un éclairage de qualité. Et pourtant, il est très important. D'autant plus qu'on sait que tout ce qui va être décalage horaire de travail va perturber l'horloge biologique circadienne et notre sommeil. Et donc, et tout cela va induire une augmentation des troubles. On les lit de plus en plus dans la presse, mais on le sait aussi, des insomnies, des troubles cardiovasculaires, les dépressions, la mémoire, les troubles cognitifs et voire même aussi des développements du diabète et du cancer. Et contrairement à ça, quand on veut dormir, il faut dormir dans un noir complet. Et ça, ce sont les ophtalmos qui nous le disent. Attention, ne même pas laisser un ray de lumière. Quand on veut dormir, il faut dormir dans le noir complet, puisque notre œil se régénère à ce moment-là. Donc, notre vision se régénère uniquement dans le noir. Et donc, toutes ces questions-là, ça va être important d'y penser. Adapter l'éclairage à la vie sociale nocturne plus dense. Pouvoir donc repenser aussi les déplacements doux la nuit, hein, au moment des pics de chaleur et des canicules. Après, voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout ça, ça va être le travail de demain, ça va être le travail de ceux qui vont sur le terrain et qui réfléchissent à tout ça.
qu'est-ce qu'il faudra faire? Je pense que ce sera la même façon, bien regarder les usages, bien regarder les besoins, discuter avec les populations, avec les acteurs, avec les travailleurs de nuit, pour savoir exactement. Et ça, c'est vrai que c'est le travail de tous ces gens qui sont sur le terrain, des concepteurs jusqu'aux services techniques des villes aussi, qui vont interroger des sociologues et des agences comme effectivement l'Observatoire de la nuit qui vont interroger toutes les personnes. Voilà pour nous. Peut-être que moi, je voulais vous interroger aussi sur peut-être la question aussi de l'adaptation à la biodiversité. C'est quelque chose sur laquelle on a été interrogé dans le Oui, chat et on voit qu'il y a quand même des tendances aussi à un retour de la nature en bien ville. sûr, Donc, ça va tout aussi à fait. poser des questions en comment on éclaire une rue qui est très, très végétalisée quand on connaît les impacts de la lumière sur la biodiversité et les problèmes qu'on a en maintien de la biodiversité en ville, mais ailleurs aussi. Alors ça, effectivement, hein, quand moi je parle de l'environnement, je parle beaucoup de la biodiversité, je parle faune et flore, l'environnement, le ciel nocturne, et puis l'environnement, c'est aussi tout l'espace dans lequel on va se mouvoir. De plus en plus, les collectivités, nous on en connaît quand même beaucoup, font appel aussi à des cabinets d'écologie ou des écologues. Je sais que les concepteurs lumière ont de plus en plus des écologues aussi qui travaillent avec eux pour justement prendre en compte cette biodiversité. Les éclairages aujourd'hui en tiennent compte, hein. Vous avez des températures de couleur qui permettent justement de protéger. Alors, évidemment, la meilleure protection, ce serait du zéro, mais quand il faut faire un arbitrage, c'est compliqué. Il faut, sur des espaces où il y a des besoins, mais en même temps, de plus en plus, il y aura de la végétalisation pour éviter justement aussi ces pics de chaleur dans les villes. Et il faudra utiliser donc du matériel qui permet ça, donc des températures de couleur basse, et aussi du matériel qu'on appelle aussi du low blue, c'est-à-dire qui utilise de moins en moins de lumière bleue dans la LED. C'est des matériels qui commencent à se développer. Donc tout ça, je crois que c'est des choses qui sont intégrées aussi maintenant. Quand on fait des calculs, quand on fait des définitions de schémas, on prend qu'on va pouvoir mettre une trame sombre. On ne fait pas que mettre une trame sombre, on va penser quand même à toute la végétation qu'il peut y avoir en ville. Mm. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, l'arrêté qui régit les nuisances lumineuses est en cours de Oui, révision et sûrement tout pour. à Enfin, fait. les Il prend, discussions vont aussi pour renforcer cette protection des écosystèmes. oui, la renforcer, ou en tout cas, maintenant, enfin, quand il est paru, cet arrêté en 2018, c'est vrai que ça a fait un petit peu peur, mais tout le monde s'y est fortement bien adapté et a compris l'intérêt de cet arrêté. Euh, et je crois que sa révision, c'est pour aussi s'adapter à des nouvelles technologies et à des nouvelles pratiques. Euh, Prendre en compte le fait que l'on interroge les citoyens, que l'on regarde la totalité d'une ville, que l'on va végétaliser de plus en plus les villes, tout ça, ça procède aussi à cette modification de l'arrêté. Mhm. Merci beaucoup, Mais Marie-Pierre. je vous en prie. Julien Brémaud, vous nous avez présenté les premiers jalons de votre stratégie d'éclairage public à La Roche-sur-Yon. Et on parle d'éclairer juste, de s'intéresser aux besoins, aux usages des espaces, à l'importance de la concertation. La transition est également toute trouvée pour la suite de votre présentation, puisque vous allez nous parler de la démarche et des différents dispositifs pour concerter et recueillir les besoins des usagers et des citoyens dans votre commune. Je vous laisse la parole. Et donc pour poursuivre par rapport à ce que je vous ai présenté, et donc la stratégie qui est en place actuellement, en juin 2023, on a eu une commande politique de venir interroger donc le schéma d'éclairage public en place, et avec le souhait de l'intégrer dans une démarche plus large qui s'appelle les Assises de l'environnement. C'est-à-dire que notre municipalité a souhaité interroger tous les habitants du territoire et aussi usagers sur leur pratique de l'espace public, sur de la végétalisation d'espace public, on en parlait juste avant, sur l'éclairage, sur les énergies renouvelables, leur développement aussi sur le territoire, comment est-ce qu'on les met en œuvre pour répondre aux enjeux de transition écologique. Donc voilà, donc on avait plusieurs thématiques et on a eu une communication publique où chacun pouvait s'inscrire pour participer aux différents ateliers.
Et nous concernant, sur les 250 inscrits sur l'ensemble de la démarche, on en a 40 qui se sont intéressés plus précisément à l'éclairage public, avec la dénomination SCAN, schéma de cohérence des ambiances nocturnes. On aime bien parler d'ambiance nocturne parce que l'éclairage, c'est un peu c'est technico-technique. Voilà, c'est un dispositif, c'est une lampe voilà, qui nous éclaire. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est une ambiance en fait. Quand il est dans la rue, lui, c'est un ressenti et voilà, c'est une lisibilité de l'espace public grâce à un outil qui est l'éclairage public. On a bien dénommé cette stratégie le SCAN. Donc, on a eu le souhait de mettre le participant au cœur des échanges et au cœur de la concertation. On n'était pas dans quelque chose de descendant, on était bien dans quelque chose qui se voulait remonter le vécu de l'espace public pour pouvoir venir amender la stratégie telle que nous l'avons proposée dans un délai très court. Donc, si on avance juste après, on a réalisé avec l'Observatoire de la nuit et l'Atelier Préau, qui est un bureau d'études spécialisé en concertation, 5 temps. 5 ateliers pour permettre de brosser un peu tous les pans de l'éclairage public. Le premier était une conférence introductive qu'on a appelée Noctine. C'est la nuit, en fait, présenter la nuit. Et en fait, ça fait vraiment écho à votre note, puisqu'on est revenu sur l'histoire de l'éclairage public, expliquer quels ont été les premiers éclairages publics, comment ils ont été mis en œuvre, la notion de sécurité, en fait, derrière, avec les forces de l'ordre, en fait, qui étaient les seules à avoir l'éclairage public pour voir les voleurs de la nuit, voilà, c'était cette représentation-là historique en fait de l'éclairage. Donc c'est Monsieur Well de l'Observatoire de la nuit, voilà, qui nous a partagé ces éléments-là. On a aussi pu représenter les chiffres du territoire, ce que vous avez pu voir de manière succincte sur le début de la présentation. Quand on parle d'éclairage public sur une ville moyenne, qu'est-ce que ça représente en nombre de points lumineux, en organisation d'un réseau? Est-ce que c'est si simple que d'appuyer sur un simple bouton pour allumer l'éclairage public? Donc voilà, on leur a rappelé un peu ces éléments-là. Et puis, à l'issue, on leur a demandé un petit peu leurs attendus sur la démarche, quels étaient leurs souhaits, et comment eux, ils vivaient la nuit, leur représentation de la nuit. Donc, c'était une première entrée en matière pour qu'ils puissent être instruits, une première base pour pouvoir échanger par la suite. Le deuxième temps qui s'est déroulé en septembre 2023, on a voulu faire des participants des observateurs, des ambassadeurs de la nuit. Donc, on les a, en fait, lors de cet atelier-là, formés spécifiquement sur l'éclairage public. Alors, M. Fasquelle, qui est ici présent, a pu leur montrer tout l'éventail d'éclairage qui existe sur le territoire, comment est centralisé l'éclairage public, les commandes d'éclairage, est-ce qu'on peut allumer, est-ce qu'on peut éteindre, comment, voilà, montrer un peu la complexité de l'organisation. Et ensuite, en se déplaçant sur le territoire, leur permettre de nous donner leur ressenti. Donc leur ressenti en leur donnant un rôle. Il y avait des travailleurs, les travailleurs de la nuit. Donc là, il y avait des ambulanciers. Ils devaient tenir le rôle d'ambulanciers et nous dire, voilà, la représentation qu'ils avaient de l'espace public la nuit. Regarde ce rôle-là. Est-ce que c'était suffisant l'éclairage? C'était trop? C'était pas assez? On avait le fêtard aussi, parce que la nuit, c'est la fête. Voilà, mais donc est-ce que quand on est en fêtard et qu'on rentre sur une partie non éclairée, eh bien, on se sent en difficulté, voilà, ou est-ce que c'est trop éclairé, est-ce que c'est agressif? Et puis on avait un autre rôle qui était les protecteurs de la biodiversité, voilà, qui permettait de voir si on protégeait bien les chiroptères, voilà, toutes les espèces qui sont présentes sur le territoire dans cette déambulation-là. Donc il y avait plusieurs parcours qui étaient présentés et qui nous ont permis de remonter toutes ces données-là. L'objectif aussi était de leur permettre de se positionner en tant que maraude future sur un temps un peu plus long, donc de septembre à décembre 2023,
ou sur la base d'un guide, ce que vous avez à droite, là, Night Walker, les marcheurs de la nuit. L'idée était que sur différents points de la ville, ils puissent, quand ils circulent voilà, sur le territoire, nous remonter quel est leur ressenti. Est-ce qu'ils sont en sentiment de confiance? Est-ce qu'il y a un confort visuel? Est-ce que la luminosité est excessive ou absente? Et puis, en fait, quel est leur retour? Quelle est leur perception par rapport aux différents espaces? L'idée était bien qu'ils n'avaient aucune limite par rapport à ça. Ils pouvaient nous faire autant d'observations qu'ils le souhaitaient sur le territoire pour que nous, on puisse venir réaliser un diagnostic de l'éclairage et voir si des zones étaient trop éclairées sur la nuit, où il y avait des absences, où il y avait un confort visuel qui faisait défaut. Ça pouvait être une température d'éclairage un peu trop importante, trop blanche, voilà, ou trop rouge, et donc voilà, le sentiment d'insécurité derrière cette lumière-là. Voilà, donc là, ils nous ont remonté tous ces éléments-là jusqu'au mois de décembre. Et ensuite, on est passé à un troisième temps. C'est la diapo suivante. Alors, je n'ai pas la petite photo. J'ai fait un tri dans mon téléphone et j'ai perdu la photo. Mais en fait, étaient organisées des cartographies sur plexiglas où on demandait aux participants de venir nous dire précisément sur le territoire les lieux où l'éclairage devait être rallumé et les lieux où il devait être éteint. Il y avait une règle du jeu, on avait quand même une ambition qui est portée politiquement, qui est de ne pas rallumer l'ensemble de la ville. Et voilà, il y a quand même une stratégie derrière, et c'est pas le souhait voilà, de venir tout rééclairer. On a essayé dans la mesure du possible, pour tout éclairage rallumé, d'en éteindre un autre. Vous le verrez dans le bilan, on n'est pas tout à fait là-dessus. On a plutôt rallumé un peu plus d'éclairage qu'on en a éteint. Mais voilà, c'était le jeu aussi. On en acceptait les règles. Et qu'est-ce qui est remonté? Il est remonté lors de ce temps-là un souhait d'étendre la plage d'allumage qui s'arrête à 22h30 jusqu'à 23h. Pourquoi 23h? Parce que 23h, ça permet d'avoir les activités du soir, sportives, culturelles, associatives, voilà, de rencontrer du monde, et ensuite de pouvoir rentrer à pied ou à vélo. C'était les modes actifs qui étaient vraiment mis sur la table. Rentrer plus aisément sur les différents quartiers en les laissant éclairer jusqu'à 23h. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque était de dire que certains quartiers étaient enclavés et ne bénéficiaient pas d'un éclairage permanent qui permettait à quelqu'un qui fréquente un lieu de nuit qui est situé sur un secteur éclairé en permanent, de venir au moins à l'entrée de son quartier et ensuite de cheminer dans le noir sur la fin de son quartier, mais au moins de venir pouvoir le rejoindre. Donc on a observé trois axes de circulation qui sont des entrées de ville, en fait, qui étaient tombées dans le noir à compter de 22h30, où on nous a demandé de les rallumer en permanent pour permettre, en fait, d'avoir cette capacité de rentrer à tout moment de manière sécurisée. Et là, on parle bien en termes de mobilité. Ce n'était pas l'argument sécuritaire avec la peur voilà, du guet-apens pendant la nuit. Donc ça, c'était les deux grandes idées. Et puis, pour compléter, on a souhaité, dans un quatrième temps, travailler sur le logiciel Obscura développé par l'Observatoire de la nuit pour permettre aux participants de nous indiquer quelle ambiance ils souhaitaient sur les rues. Donc en fait, on a recréé certaines voies de la ville. Donc une entrée de ville, un secteur commerçant de la ville, plutôt piéton, avec des bars et des restaurants, une voie verte, donc destinée aux piétons, aux vélos, et puis une voie résidentielle. Donc sur ces différents secteurs-là, grâce au logiciel Obscura, les participants ont pu travailler de manière assez interactive sur les hauteurs de candélabres, sur les intensités lumineuses et la colorométrie. Voilà, donc c'est ce que vous avez ici sur
sur les deux photos. Celle en haut à droite, c'est l'actuel, et celle en bas à droite, c'est le souhait des participants. On l'a constaté, on est sur des participants qui sont intéressés par la matière, forcément, et ils nous l'ont bien dit, hein, ils ont une vision qui est plutôt d'aller vers un ciel étoilé généralisé sur le territoire, mais sans omettre que on est sur un espace qui est visité par monsieur et madame tout le monde, qu'on a aussi la place des femmes dans la nuit, parce que c'est aussi un élément, hein, ce sentiment-là de pouvoir cheminer en sécurité, la femme, même des hommes, hein, c'est pas qu'une question de sexe, mais enfin, c'est des éléments que l'on nous remontait. Donc voilà, donc essayer de trouver une intensité lumineuse qui répond à la fois aux besoins de se déplacer, à la fois au besoin de se sentir encore en sécurité sans être agressé par les lumières, et de répondre aux enjeux de biodiversité, c'est-à-dire de réduire l'intensité lumineuse lorsque l'on devait garder en permanent les éclairages publics. On en est arrivé à un dernier temps qui était la restitution, c'est la cartographie que vous avez ici. Et donc, cette cartographie-là, pour l'expliquer de manière assez succincte, ce que vous avez en jaune, c'est ce qui reste allumé en permanent, donc de la tombée de la nuit jusqu'au lendemain et le lever du jour. Ce que vous avez en bleu, c'est ce qui passe en temporaire avec une extinction à 23 heures et un allumage à 6h30 du matin, excepté pour le orange où vous avez un allumage à 5h du matin. Et petite évolution entre la cartographie telle que je l'ai transmise à Marianne il y a une semaine et aujourd'hui. On a eu la demande sur les zones d'activité situées en dehors de la ville de les éteindre à 21h30. Voilà, donc avec peu d'utilisation du territoire, ce qui nous était remonté d'ailleurs. Et on a regardé aussi pour la petite... en élément, on a regardé nos comptages routiers pour voir les circulations de véhicules la nuit. On a vu que ça plongeait et qu'il y avait très peu de véhicules. On parle de 5 à 10 véhicules sur une nuit entre minuit et 5 heures du matin sur une bonne partie des zones. Je vous parle des zones d'activité. Et puis, on a fait l'acquisition auprès d'Alice Sofreco d'une caméra qui nous permet de faire un comptage qualitatif la nuit. Et qui nous permet d'observer si on a des circulations des différents modes, de les calculer, de voir leur origine-destination, d'avoir des tracés, et ce qui devrait nous permettre dans le futur d'être encore plus fin et de voir comment fonctionne quantitativement notre espace public. Si on doit rentrer juste dans les grandes lignes, on a permis avec cette concertation-là de rester en fait sur une puissance consommée réduite, même si on augmente un petit peu là de 6% par rapport à ce qu'on a mis en œuvre, on reste voilà, sur une économie très importante. On a un nombre de points lumineux permanents qui augmente de 200 points lumineux. Donc on voit bien qu'on a été dans de l'ajustement et on voit bien que les participants n'ont pas été dans un rallumage un peu large de secteurs. Ils ont bien réalisé un travail assez fin de compréhension du territoire, de localisation des activités, des besoins réels de la nuit. Et en élément aussi, on a eu les forces de police qui nous ont demandé des secteurs à sauvegarder en permanent, notamment par rapport à des territoires voilà, avec des faits qui peuvent être réguliers ou des secteurs un peu plus problématiques. Donc voilà, c'était aussi la règle du jeu. On doit répondre aux besoins de notre territoire. Je ne pense pas qu'il y ait de stratégie qui puisse être généralisée à chaque territoire. Il faut vraiment une concertation, il faut vraiment rencontrer les gens et il faut un suivi, une évaluation régulière pour pouvoir adapter et ne pas s'empêcher d'éteindre ou d'allumer des secteurs. Alors bien sûr à la marge, mais voilà, il faut être dans la réactivité par rapport à ça.
Voilà, que dire, mais si on est assez court. Pour la suite, j'en parlais tout à l'heure, donc nous, on vient très très récemment d'avoir à la fois le retour auprès des participants et puis une prévalidation politique pour une mise en œuvre fin 2024 du schéma qui vous est présenté aujourd'hui, avec quelques petites choses qui vont être amendées. L'idée pour la suite, c'est de poursuivre sur de la démarche citoyenne, donc de la concertation. On n'a pas encore travaillé le format précisément. Est-ce que c'est des visites nocturnes de la ville? Est-ce que c'est des événements d'astronomie ou est-ce qu'on poursuit la acculturation sur l'éclairage? Puisqu'on a constaté qu'il y avait eu des retours très positifs sur la présentation du métier d'éclairagiste et notamment dans les collectivités, comprendre comment ça fonctionne, parce que ça permet en fait de se représenter des difficultés qu'on a. La Smart City, alors ça je vais peut-être être à contre-courant, mais la Smart City c'est très bien, mais la technologie a aussi ses limites, et faire croire qu'on gérera toutes les problématiques simplement avec de la technologie, pour moi, ça me paraît borderline, voire très, très compliqué, voire faux. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver entre de l'extinction, de la Smart City. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Et puis, dernier élément, c'est ce qui va être comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on se pérennise dans le temps. Et là, c'est le souhait de se faire labelliser, donc ville et village étoilés, par rapport à nos mesures. En fait, sur nos points lumineux, il y en a 67% qui s'éteignent sur une période importante la nuit. Donc ça, on veut le valoriser. Et il y a aussi la Dark Sky Community, qui est un label international et sur lequel on a lancé une procédure de candidature pour essayer d'être dans les premières collectivités françaises hors parcs naturels régionaux, à essayer de décrocher cette étoile, on va dire ça comme ça, pour dire on a fait des choses, mais ces résultats sont valorisés, sont valorisables auprès du public. Et c'était pas simplement pour répondre à un problème énergétique, c'était bien plus large que ça, c'était de l'usage, c'était de la biodiversité, c'était de la préservation du ciel. Et c'est aussi pour la santé de tous, hein. C'est aussi comme ça qu'on le présente. Et là, on doit travailler pour présenter le futur schéma, notre plan de communication. Et ça va être l'un des vecteurs qui va être de dire si on éteint l'éclairage public, c'est aussi pour préserver la santé des habitants, c'est pas uniquement pour faire des économies d'énergie. Et c'est pas uniquement pour préserver la santé des petites bêtes. On fait partie des petites bêtes, un peu plus grosses, mais voilà, on est tous impactés par l'éclairage public, et il faut le mettre en place avec parcimonie pour répondre réellement aux besoins. Et quand on le met en place, c'est qu'il y a un besoin. Voilà, c'est pas pour éclairer par pratique, parce qu'on a eu des pratiques, une rue, un éclairage, on laisse allumer toute la rue pendant toute la nuit. Voilà, on a une vraie logique. Je m'arrête là, je parle beaucoup. Merci Julien, non, c'était très intéressant. On va peut-être prendre quelques-unes des questions qu'on nous a formulées dans le chat. Je reviens à une question qu'on nous a posée un peu plus tôt dans le webinaire, mais c'est une question sur est-ce qu'il y a eu des réflexions sur le rôle convivial de la lumière, sur le plaisir de la ville et sur le rôle de la conception lumière dans votre projet? Alors, on n'est pas rentré dans un niveau de détail aussi fin, on n'a pas... Au départ, pour être tout à fait transparent, nos différents ateliers n'avaient pas cette trame-là, et on avait le souhait de faire un atelier spécifique à la mobilité, un autre à la ville festive. Et on s'est vite rendu compte que c'était compliqué de ne parler que d'une ville festive, que d'une ville liée à ces activités-là la nuit, puisque tout est un peu lié. Donc on n'est pas rentré dans ce niveau de détail. On a eu des retours de participants sur leur ressenti lorsqu'ils sortaient de bars ou d'activités qui nous permettaient d'avoir leur lisibilité, mais on n'a pas un niveau de détail très fin sur la ville, ce qu'on appelle nous festive la nuit. Donc non, on peut pas vous dire qu'on a vraiment travaillé le sujet et développé. D'accord, d'accord.
Et une autre question sur la prise en compte des questions de genre aussi dans l'éclairage, dans les ambiances lumineuses. Est-ce qu'il y a eu un travail spécifique qui a été conduit? C'est une question d'Ariela Masbounji qui demande, qui est preneuse de toute expérimentation, qui travaille elle-même sur le sujet, donc qui est preneuse de retour d'expérience aussi sur ces sujets-là. Alors, on l'a pas intégré, mais en fait, dans notre collectivité, on a une personne qui est en charge de ce qu'on appelle l'égalité homme-femme, mais derrière, c'est la notion de genre. Enfin voilà, c'est un peu plus large. Et cette personne nous a, nous, formés, service technique, dans nos pratiques, à toujours tenir compte de la place des différents individus sur l'espace public. Donc on l'a esquissé pendant les ateliers, on ne l'a pas travaillé plus finement. Je pense que c'est des marges d'amélioration qu'on peut avoir maintenant sur des zooms que l'on pourrait réaliser par la suite dans le cadre d'évaluation future. Mais il faut dire qu'en un an, voilà, on a essayé d'avancer. On a un peu essayé de créer les choses nous-mêmes avec l'Observatoire de la nuit. Donc, voilà, on n'est pas rentré à chaque fois dans des niveaux de détail précis, mais tous ces éléments ont été évoqués. Mais voilà, ça nécessitera maintenant du temps pour pouvoir le travailler. Merci. Je vois que Marie-Pierre, vous demandez pour un complément. Oui, c'est juste pour dire qu'il y a pas que le genre qu'il faut prendre en compte dans une ville, si on le prend en compte. C'est que la vision humaine, la vision des gens n'est pas la même. Et on n'est pas égaux on n'est pas égaux face à l'éclairage. Il y a des gens qui voient mieux que d'autres. On sait que nous, on a appris qu'à partir de 45 ans, notre vue on devenait des malvoyants, entre guillemets, pour les ophtalmos, donc vous voyez un petit peu, et que la qualité de la lumière que l'on va installer, dans tous les plans que l'on peut mettre en place, dans toutes les discussions que l'on peut avoir, cette qualité, l'uniformité de l'éclairage que l'on va mettre en place est très, très important pour que tout le monde se sente en sécurité et pas, comme on l'a dit, c'est pas des questions de guet-apens, mais pour pouvoir circuler tranquillement dans une ville et surtout circuler tout court, puisque les personnes qui voient moins bien, il ne faut pas leur demander d'être en couvre-feu dès que l'éclairage s'allume, quoi. C'est un peu dommage, puisque ça voudrait dire qu'il y a toute une partie de la population à partir de 60 ans qui va plus du tout sortir. Donc même votre schéma va même plus être bon après, puisque à partir de 60 ans, voilà, on sera tous intérieurs. Donc il y a cette prise en compte que on n'est pas égaux devant l'éclairage avec notre vision, puisqu'on n'a vraiment pas tous la même. Et il faut vraiment le prendre en charge, ça. Merci. On a une autre question, peut-être plutôt pour Julien encore, mais sur la caméra dont vous parliez au film de votre présentation pour capter, je ne sais plus exactement quoi, mais il y a une question. Pouvez-vous nous en dire plus sur la caméra dont vous parlez? Je pense que vous voyez à quoi on fait référence. Oui, c'est la caméra d'Alice Sofreco que l'on a acquis l'année dernière. Ils sont en train de faire un développement pour qu'elle puisse faire des relevés infrarouges qui nous permettraient d'avoir une vision nocturne. Actuellement, nous, on la positionne sur des zones éclairées, sur du permanent, qui nous permet en fait alors tout en respectant bien sûr les questions d'image, c'est des images un peu floutées, mais de savoir des origines-destinations sur une zone qui est filmée. Donc on voit à la fois du quantitatif, on est capable de savoir si c'est un véhicule, une moto, un piéton, une trottinette, un vélo ou autre qui circule, et on voit aussi leur origine-destination. Et nous, en fait, on le réalise souvent sur des points où on cible des problématiques de sécurité, des traversées, notamment d'axes à forte circulation, ou des secteurs où on ne sait pas trop où cheminent les piétons, et on voudrait savoir si les aménagements qu'on a réalisés répondent bien aux besoins. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, en observant notamment la nuit, sur certains secteurs, qu'on avait de la circulation de piétons ou de vélos sur des zones qui n'étaient pas du tout destinées à leur circulation. Et on a constaté aussi que la nuit, ils n'utilisaient pas toujours le même parcours que le jour. Ils avaient tendance à couper, à passer sur des secteurs un peu privés ou autres. Voilà. Donc, c'est pas le même fonctionnement la nuit. Et bon, on ne voit pas vraiment les gens, mais on voit qu'on est sur un public un peu plus jeune, en toute honnêteté, que ce qu'on peut avoir en journée. Très bien.
Eh ben, merci à vous d'avoir répondu aux questions de nos participants. Merci à vous d'en avoir posé plein et d'avoir prolongé cette conversation très intéressante. On va clôturer maintenant notre webinaire. Il me reste à tous vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire avec nous. Merci Marie-Pierre, merci Julien de vous être rejoint à moi pour présenter ce travail et présenter les différents éléments lors de ce temps. Il me reste à vous inviter, si ça vous a intéressé, à aller lire notre note qui est disponible sur notre site. On vous a mis les liens dans le chat. Il y a aussi une interview de Roger Narboni qui est parue. Et je me permets aussi de remercier toutes les personnes avec qui je me suis entretenue pour la rédaction de ce travail. Je vois que certains d'entre vous sont là et assistent à ce webinaire. Et merci beaucoup, ça a été très utile. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur ces sujets-là. Pour le chapitre 2, peut-être, Marie-Pierre, que vous appelez de vos voeux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.